Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vais être assez rapide parce que le but c'est vraiment de laisser la parole à des gens qui sont montés sur la scène des Pégases pour qu'ils puissent partager avec vous. J'avais juste quelques informations à partager. On est sold out au niveau de la billetterie, mais la cérémonie est rediffusée sur le Twitch de Samuel Etienne, sur YouTube également, sur la chaîne de l'Académie. Donc évidemment, vous êtes invités à regarder et vous rappeler comment on fonctionnait en fait. Le SNJV avait monté la cérémonie des Pégases avec une ambition qui était vraiment de faire rayonner les jeux vidéo français et aussi les gens qui font les jeux. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de jury. C'est une académie qui est composée aujourd'hui de 3000 professionnels de l'industrie qui votent pour nommer les jeux lauréats des Pégases. Pour être académicien, c'est simple. Il suffit de travailler dans l'industrie du jeu vidéo et de vous inscrire, c'est gratuit et votre voix compte en fait pour nommer les jeux, qu'ils soient de la région ou pas, évidemment. Tout à fait. Donc vous vous inscrivez, c'est gratuit et après nous on essaye de mettre en place un maximum d'avantages ou en tout cas on avait eu pas mal de retours sur c'est difficile de voter pour un jeu lorsqu'on n'y a pas joué. Donc cette année on a distribué plus de 400 clés Steam qui permettent aux académiciens de tester au jeu. On a une solution avec un partenaire qui s'appelle Playruo qui vous permet aussi de tester les jeux lorsque vous êtes académicien. Et voilà, c'était juste pour rappeler en fait la cérémonie c'est quelque chose qu'on a fait pour l'industrie. Donc en fait, vous êtes chez vous. Si voilà, on essaye de faire d'améliorer le projet d'année en année. Je pense qu'on a quand même pas mal step up depuis 2020. Si vous avez des suggestions d'amélioration, on est ouvert. On essaye de faire de notre mieux. Après, on reste une équipe relativement réduite au SNJV vu qu'on est 2, bientôt 3. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à venir nous challenger ou nous taper sur l'épaule si vous voyez qu'il y a des petits écarts ou des choses qui peuvent être améliorées. On est dispo. Et je pense que maintenant, la partie intéressante... Je vais juste faire un tout petit focus sur le fait que cette année encore, on a quelques projets justement issus de l'industrie du territoire qui sont parmi les finalistes et qui sont en compétition justement pour la cérémonie qui aura lieu dans 2 semaines et demie. 2 semaines et demie. 2 semaines, ouais. Donc on retrouve A Better World de Ludogramme édité par Arte dans la catégorie au-delà du jeu vidéo. On retrouve Raven's Watch, qui est développé par Pastec, donc qui n'est pas un studio de l'écosystème, mais édité par Nacon, qui lui est un acteur historique de l'écosystème. Et écoutez, cette année encore, on a la chance d'avoir 2 projets issus justement de Rubica, qui sont en compétition, donc Barrel Roll et Memory Lane. Si vous n'avez pas encore voté, autant vous dire que c'est le moment. Voilà, d'ici, les votes ferment quand ? Le 20 ? Le 20 février. Le 20 février, voilà. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, on les félicite d'ores et déjà et on est heureux et fiers de faire en sorte que justement, on puisse déjà féliciter le fait qu'il y ait une reconnaissance pour ces jeux issus du territoire. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est d'accueillir chaleureusement sur scène. Alors je crois que c'est une partie de l'équipe, même si quasiment toute l'équipe est là, mais qui vont prendre la parole pour se prêter au jeu de ce post-mortem qu'on leur a proposé de faire justement sur toute l'aventure qu'a été Myrmidon pour aboutir jusqu'à l'obtention de ce Pégase il y a 1 an. Donc je vous demande s'il vous plaît d'applaudir chaleureusement l'équipe qui va monter sur scène pour justement faire ce post-mortem et on se retrouve pour les questions. Du coup, on trouvait ça pertinent de vous faire un petit retour d'expérience, un petit post-mortem de notre aventure à travers Myrmidon, qu'on a présenté l'année dernière et qui s'est vu attribuer le Pégase du meilleur jeu vidéo étudiant. Ça va être une présentation assez dense. Du coup, si vous avez des questions, vous pourrez les garder pour la fin et on y répondra. On parlera notamment des différentes problématiques et des choix qu'on a dû faire durant toute la phase de prod. On parlera aussi de la manière dont on a géré la prod et la pré-prod, étant donné le délai court qui nous était accordé. Et on fera aussi un rapide retour d'expérience sur à la fois notre expérience vis-à-vis des Pégases, mais aussi vis-à-vis de la sortie de notre premier jeu Steam. Alors moi je m'appelle Rémi Leroy, j'ai été l'initiateur du projet Myrmidon. On va d'abord un peu recontextualiser ce que c'est Myrmidon. Donc c'est un jeu coop à 2 joueurs, asymétrique en platformer, dans lequel vous aurez le choix de jouer soit un pantin qui aura un kit de mouvement qui lui permettra de faire des acrobaties, d'évoluer tout au long de l'environnement. Ou sinon, vous pourrez jouer un animateur qui, lui, joue en première personne, qui sera un peu plus le rôle de l'accompagnant et qui va pouvoir manipuler les maquettes pour aider le pantin à avancer dans l'environnement. Alors, ce concept, il est né d'où ? Il est né il y a 2 ans lors de la phase de création de concept à Rubica Valenciennes,
C'est une phase, pour la faire courte, où tous les étudiants vont proposer des concepts. Du coup, on se retrouve avec une 60aine de concepts qui vont petit à petit passer certains filtres pour avoir au final 7 concepts finaux. Là, on peut voir les références qui ont beaucoup inspiré Myrmidon. Et l'idée, c'était de baser notre jeu sur la stop motion, mais pas uniquement sur l'aspect graphique, mais aussi mettre l'accent sur tout ce qu'il y a derrière la caméra. Ça veut dire que tous les éléments qui bougent sont bougés grâce à des mécanismes et que les personnages bougent, notamment à l'aide des techniciens qui donnent vie au film. Du coup, on commence à proposer ce concept. Il arrive à passer la première phase. Et je me vois accompagné de Quentin Polaillon, qui est concept artiste. On arrive sur une première problématique qui est qu'on est 2 game artistes et pour le jury final, on va falloir qu'on pousse un petit peu plus l'aspect game design. On fait un premier choix qui va être de laisser Quentin s'occuper uniquement de la partie graphique, c'est-à-dire qu'il va développer les personnages, développer les environnements et la fantaisie, tandis que moi, j'allais mettre un tablier de game designer, même si c'est pas mon métier, pour essayer de pousser au maximum et donner envie au jury d'accepter le jeu. On propose ce concept et il se trouve qu'il est refusé parce qu'il n'a pas réussi à convaincre. Le concept à l'époque n'était pas forcément au max de sa forme. Et moi, ça m'embête un peu parce que je tiens beaucoup au projet, mais ça m'embête aussi parce que le projet, c'est un projet très populaire au sein de la promo. Ce qu'on décide de faire, c'est une phase de négociation / révolte. Ça veut dire qu'on va taper au bureau du directeur au bureau du directeur pédagogique, merci. Et on lui propose un deal. Ça veut dire que nous, on bosse dessus pendant les vacances, du coup pendant 4 mois de juin à octobre. Et lui, en contrepartie, il nous offre les locaux, il nous fait un accompagnement sur notre production et on essaye aussi de se poser un cadre professionnel. On va vous passer le trailer, comme ça vous aurez une idée du résultat final qu'on a pu proposer au Pégase et vous verrez aussi l'évolution, notamment grâce à Zachary qui va commencer à vous présenter la pré-prod. Bonjour, je suis Zachary McIntyre et j'étais game designer et producteur sur Myrmidon. Et ça, c'est toute notre équipe de production. Alors, on a fait une procédure, on a voulu être assez professionnel dans le recrutement de cette équipe. D'ailleurs, là, sur les photos, on a fait un laser game en petite initiation au début du projet. Ce qu'on a fait pour créer les équipes, c'était, on a regardé les besoins du projet et on a confronté ça au CV des différentes personnes qui voulaient bosser sur le projet. On peut le voir, là, on avait une grosse équipe arts. C'était d'ailleurs le moteur principal de la production. On avançait au rythme des artistes. Alors, il y avait certaines particularités sur cette équipe. Déjà, on avait un des programmeurs qui était dispo que la moitié du temps. Ça va être détaillé plus tard dans la présentation. Que c'était une sorte de goulot d'étranglement en termes de production, ça. On avait aussi 2 étudiants en game de l'année en dessous.
Alors bon, année 3, année 4, ça dépend vu qu'on était pendant les vacances, c'est un peu ambigu, mais en tout cas ils étaient une année en dessous. On a fait une sorte de tutorat un peu officieux durant toute la production pour eux. Et aussi on avait 2 étudiantes en animation 3D. Et donc ça a été un challenge aussi, ça faisait partie de l'exercice de les onboarder à la pipeline de production d'un jeu vidéo. Restait alors à organiser ce cadre de production. Donc on a travaillé essentiellement en présentiel dans une salle de travail de notre école pendant les 4 mois de l'été. Sauf un mois où on était en distanciel à cause de travaux, ce sera détaillé plus tard. Et sinon on a voulu reproduire les pratiques de l'industrie dans le cadre d'un pseudo-stage. Donc on à 9h, on faisait 35 heures de travail, on faisait des stand-up journaliers et on essayait de tenir des weekly avec Rémi pour mettre à jour notre roadmap. Les objectifs principaux, alors déjà le premier c'était d'apprendre tout le temps apprendre. C'était on découvrait pour la plupart d'entre nous comment produire un jeu de A à Z sur Unreal Engine. On a découvert aussi plein de choses sur Blender pour certains d'entre nous et on voulait finir la pipeline jusqu'à la release Steam. Et donc apprendre aussi à terminer le projet et le publier. L'objectif final, c'est de livrer une démo du jeu. Une démo qui est un jeu incomplet, mais qui était suffisamment onboardé et polish pour qu'on puisse y jouer. Mais c'était surtout pas de candidater au Pégase. C'était pas du tout notre objectif premier. On était là juste pour apprendre et produire des jeux vidéo. Et après ça, on était prêt. Après cette mise en place des objectifs, on était prêt à rentrer en pré-prod. Maintenant, je vais passer la parole à Ornella, qui va vous parler un peu plus de ça. Donc, bonjour, moi c'est Ornella. J'ai été directrice artistique et concept artiste sur le projet. Et comme a dit Zachary, je vais vous parler un peu plus de la pré-prod, particulièrement en art. Myrmidon, comme vous le savez, c'est un projet sur 4 mois. Et ce qui est un peu marrant, c'est que du coup, la pré-production, elle a duré seulement 2 semaines. Donc, ça peut faire un peu peur. Mais en vrai, ça a été assez formateur parce que ça nous a forcé à prendre des décisions super vite et à nous coordonner, en particulier en art où on était 9 artistes, ce qui est quand même pas mal pour un projet étudiant. Tout d'abord, ce qu'on a fait, c'est que pour être sûr d'avoir tous la même vision, on a re-regardé le pitch qui a été fait par Rémi et Quentin. On a des informations de base. C'est un platformer asymétrique. C'est sur Unreal. Il y a la DA stop motion. On n'était pas trop perdus non plus. Le concept, c'est quand même assez fort. Donc, pour la pré-production, on avait une sorte de plan. En vrai, là, dans la présentation, c'est un peu dans un ordre précis, mais en vrai, tout s'est fait un peu en même temps. Tout d'abord, on a eu la recherche de référence. Je m'égare un peu. On a eu la recherche de référence, on a fait la pré-prod sur le premier niveau, etc., vous allez voir. Tout d'abord, recherche de ref. Donc ça, c'est notre miro à la fin de notre projet / pré-prod. Je pense que ça a évolué un peu pendant le projet. Et de loin, c'est un peu chaotique, mais en gros, on avait plein de parties avec toutes nos références en fonction des éléments de jeu. Et en tout premier, on a cherché plus sur qu'est-ce que c'est que le cinéma d'animation stop motion, puisque c'est super important pour Myrmidon, c'est le thème fort de ce projet. Justement, d'avoir un thème qui ressort autant, ça a été super pratique pour nous les artistes, puisque on a réussi à coordonner notre vision assez facilement. Parce que tout le monde voit un peu qu'est-ce que c'est. Et la seule chose qu'on a dû vraiment fixer, c'était quel type de style on avait, si on partait sur du Wallace et Gromit ou plutôt Studio Laika. Nous, c'était Studio Laika, on aimait beaucoup l'ADA de ce studio. Donc voilà. Et ça nous a permis de chercher des références de manière super efficace. Suite à ça, on a commencé à brainstormer un petit peu sur le premier niveau, parce que on voyait très bien qu'il y allait avoir l'atelier de l'animateur où on commencerait à peu près, mais quel serait le premier niveau, quel serait le monde où le pantin arriverait. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était un peu chaotique, on avait plein d'idées parce que les GD nous ont laissé un peu la liberté en art, donc ça c'était super cool. On a eu des délires en mode de l'Italie et les projets aussi de faire d'études qui arrivaient, on faisait des refs à tout ça. Et donc les GD nous ont donné un peu des guidelines pour qu'on arrête de partir dans tous les sens. Donc quand on prenait ces thèmes-là, il fallait qu'on ait plusieurs éléments à chaque fois. Donc tout d'abord, il fallait avoir une émotion précise qui ne soit pas trop simple. Donc par exemple, prenez pas la joie, la tristesse, la peur, on allait sur quelque chose de plus précis, comme par exemple la mélancolie, la solitude, voilà, plein de choses. Fallait avoir un environnement où on pouvait en découler une mécanique forte, que ce soit pour le pantin ou le côté animateur.
et aussi une mécanique par rapport à l'émotion. Et enfin, si on voulait, on pouvait créer une petite narration, une petite histoire par rapport au niveau. Donc après les recherches, on est tombé sur un thème qu'on aimait beaucoup, qui a été proposé par Léna, qui était un monde en deux parties, une partie en dessous des nuages avec des habitants et une partie au-dessus des nuages où il y aurait des îles flottantes et une baleine qui vole. Donc ce thème nous plaisait déjà beaucoup parce qu'il y avait des poissons volants et ça on aimait beaucoup. Et puis surtout il y avait des mécaniques qui étaient sympas qui ressortaient avec le vent et l'altitude. Et enfin, c'était une émotion un peu cherchée et qui était l'émerveillement. Et surtout, c'était une émotion positive. Et on voulait que Myrmidon commence de manière assez positive, assez joyeuse, puisqu'on voulait pas mettre une émotion trop lourde, trop triste dès le début du jeu. C'était pas le propos. Donc, une fois qu'on avait ce thème-là, on l'a un peu revisité. Et vu qu'on aimait beaucoup les poissons, on est allé à fond dedans. Donc, on a fait un monde où, en dessous des nuages, ça ressemblait beaucoup à les océans, avec des couleurs très bleutées. Et on devait gravir une montagne habitée par des pêcheurs qui pêchent vers les nuages, donc qui pêchent à l'envers. Et ça nous faisait un peu rigoler qu'ils aient leur canne à pêche à l'envers. Et au-dessus des nuages, on y découvrirait des poissons volants. Et à partir de là, on a commencé un petit peu à imaginer des bribes d'histoire, quel type de personnages on allait rencontrer. Par exemple, Alice avait imaginé une vendeuse de poissons. Voilà. Et on a fait des petits concepts un peu cool. On avait aussi imaginé d'autres niveaux. Cependant, nous en GA, on était sûr qu'on allait faire un deuxième niveau. On était un peu délus. Mais on aimait beaucoup les idées, donc j'ai voulu quand même en parler un peu pendant la presse. Donc tout d'abord, on avait le niveau dans le Far West, où on aurait eu le pantin qui est confronté à l'émotion de la solitude, pardon. Donc c'est pour ça qu'on l'avait pas gardé, parce que c'était un peu triste. C'était très grandement inspiré du film Bob l'éponge, le moment où il y a Tumbleweed qui apparaît. Et le pantin devait retrouver des personnages qui s'appellent les regrets pour faire fonctionner une gare. Et après, on avait un autre niveau qui se passait dans un théâtre ou un cirque où le pantin découvre le trac. Et là, pour le coup, on l'a pas gardé parce que c'était un peu trop classique pour un premier niveau de faire commencer une marionnette dans un théâtre ou un cirque. C'est beaucoup vu dans des médias, ce genre d'histoire, rien que Pinocchio par exemple. Justement, parlant un petit peu d'histoire, on a eu la pré-production sur la narration. Donc, il fallait décider un petit peu combien on allait avoir de cinématiques dans Myrmidon, parce que c'était un point fort du projet. C'est pour ça qu'on est beaucoup d'artistes en vrai aussi sur le projet, c'est que Rémi voulait avoir des cinématiques dans Myrmidon. Aussi, quel type d'émotion on voulait transmettre à travers l'histoire. Et on devait définir un petit peu qui était ce personnage de l'animateur aussi durant ça. Donc on a défini qu'on aurait 3 animations, une pour le début du jeu, une pour le milieu pour quand le pantin découvre son émotion, et pour la fin du jeu pour finir en beauté. Donc ce qui a été cool, c'est que vu que nous avons 2 élèves en animation dans notre projet, il y a Alice qui nous a fait un petit storyboard, et à partir de là, on a pu commencer à un peu explorer avec des color keys les différents types d'ambiances qu'on pourrait avoir dans Myrmidon. Donc là, je vous présente un petit peu ça. On avait une ambiance tout d'abord un peu violette qui faisait un peu lumière artificielle pour reprendre vraiment l'idée d'un studio d'animation stop motion où tu vas pas avoir ta fenêtre ouverte avec la lumière extérieure qui va rentrer, sinon ça va fausser la lumière sur tes plans. Ça faisait une ambiance un peu mystérieuse, un peu sympa. Et aussi, juste, attends, désolé, tu peux revenir sur la slide d'avant. C'est aussi par rapport au personnage de l'animateur, vous pouvez voir, on cherchait un petit peu sur les vignettes, à quoi il allait ressembler. Il est allé de jeune à plus âgé, et justement on est resté sur un personnage plus âgé parce qu'on aimait bien le côté où c'était un peu le mentor du pantin, et aussi ça faisait un petit peu penser à un Geppetto. Voilà. Ensuite, on avait eu l'idée de l'émotion un peu plus bleutée, qui faisait une ambiance un peu plus discrète, secrète, un peu magique, un peu de nuit. Et enfin, on a eu l'ambiance chaleureuse orangée, qui fait un peu début de journée, qui correspond aussi au réveil du pantin, au début de la cinématique. Et on est resté sur cette émotion, parce qu'aussi ça restait assez good vibe par rapport au projet. Sauf que là, je vous ai parlé de plein de choses, de plein d'informations.
Et tout ça, c'est pas recentré, c'est vraiment juste sur Discord. Voilà. Donc, on a fait un petit vote entre nous pour savoir qui allait être DA. Donc, on se proposait tout qui voulait être DA. Et ça termine que c'est moi. Je suis DA, voilà. Et donc, ce que je fais en premier, c'est que je me dis, ok, on va vérifier que ce qu'on a fait, ça va bien correspondre que ce qu'on a vu en GA, ça correspond bien à la vision GD. Et il faut qu'on soit sûr que on ait tous les éléments pour pouvoir travailler. Donc, on doit définir à quoi ressemble la vue Pantin, à quoi ressemble la vue animateur, et il faut tout documenter pour que les 9 artistes aient la même vision. Donc voilà, donc là c'était moi qui reliais un petit peu tout ce qu'on avait vu en GA, les points qui découlaient un peu du pitch, ce qu'on avait noté, et je comparais ça avec les docs de GD, voilà, sur Miro avec les post-it comme un fou. Et après ça, j'ai fait un super slide. Donc il est tout simple, mais au moins ça permettait que tout le monde puisse le regarder assez facilement. Et puis j'avais en tête de pouvoir l'updater pendant la production, ce qui n'a pas été fait. Ça reste vraiment à peu près intact après la pré-production. Il n'y a pas trop eu le temps de le modifier, mais voilà. Donc je vais passer un petit peu rapidement dessus pour savoir comment il était rangé. On passait par élément un à un du jeu, et c'était décrit de manière à avoir le titre, la description de ce que c'était. Donc là, la texture du pantin, je décris comment elle est faite. Et ce qui est intéressant, c'est les références, parce que on a les références de base. Ensuite, on a une référence qui est étudiée. C'est juste pour montrer comment on est censé analyser les références dans la team Arts. Et enfin, généralement un concept dans le style du jeu pour montrer dans le style du jeu à quoi ça ressemble. Après ça, on avait des petits onglets en bas des pages pour dire si c'était dans la vue animateur, la vue Pantin. Dans ce cas-là, c'était dans les deux vues. Là, c'est une belle slide. Sauf qu'on a eu des slides qui étaient vlamoches. On a eu, par exemple, cette slide-là pour avoir les tailles des éléments dans le jeu. Comme je le disais, je pensais pouvoir revenir sur ce document, ça n'a pas forcément été fait. Cependant, les informations étaient là, puis on était entre nous, donc c'était pas si embêtant que ça. Mais bon, voilà. Ce document, il a été fait, comme j'ai dit, assez rapidement. C'était aussi assez complexe en fait d'exprimer la vision animateur et la vision Pantin dans le même document, et je pense que j'aurais dû en faire deux. Et surtout, n'oubliez pas quand vous faites un document art de mettre la UI et l'animation. On n'y a pas forcément pensé parce qu'on en discutait entre nous, mais du coup rien n'a été vraiment mis au clair. Donc bon voilà. Après, je vais pas refaire un monde. On a fait ça en 2 semaines en étant juste étudiant à l'époque. Donc c'était quand même pas mal. Je tiens à dire que quand même la pré-production s'est assez bien passée. On a pu se lancer de manière un peu plus sereine dans la production, et puis on a fait plein de concepts trop cool. Donc voilà, je suis trop contente de ce qu'a fait tout le monde. Et maintenant, je vais repasser la parole à Zachary pour vous parler du game design. Alors en game design, le premier objectif en pré-prod, c'était de traduire le concept en du gameplay. Comme l'a dit Rémi, c'est un concept d'artiste, et donc on a dû passer en GD pour discuter du gameplay. Et on s'est vite rendu compte qu'on avait beaucoup de chance, parce que le gameplay, en fait, le concept était très généreux. Les mécaniques, elles semblent assez intuitives et affordantes à première vue. Là, bon, ce gif, il le représente bien. On peut imaginer le pantin faire des galipettes sur des falaises escarpées, sauter au-dessus d'un gouffre, grimper une paroi. Et donc c'est plus un gameplay de platformer qu'on imagine à la 3e personne. Et de l'autre côté, on imagine l'animateur en train de manipuler son matériel. Il tire un tiroir, il déplace une lampe, il active une souffleuse, donc plus un gameplay à première personne, plus puzzle ou simulateur. Donc on a misé sur la simplicité sur les mécaniques principales du jeu, juste parce que on reprenait des objets basiques et des mécaniques simples qui étaient déjà itérées par l'industrie et dont l'affordance était déjà assurée par ce que je viens d'expliquer avant, parce que c'est des objets du quotidien, enfin des objets très spécialisés. Par contre, on avait des contraintes en plus, évidemment. La première, c'est que comme on est sur un gameplay asymétrique, un objet a 2 interactions différentes. Là, vous voyez à gauche, le premier exemple, c'est celui où d'un côté, l'animateur il plante et il décoche une épingle d'un tableau de liège, et de l'autre côté, vu Pantin, celui-ci se balance sur une poutre. Donc on a 2 gameplays différents. Et un autre truc qu'on voulait garder à tout prix, nous, de notre côté en GD, c'était le maintien d'un certain pacing à l'échelle micro.
Parce qu'en fait, un truc qu'on voulait surtout pas avoir, c'était le pantin fait quelque chose pendant que l'animateur attend, et l'animateur fait quelque chose pendant que le pantin attend. Donc pour ça, on a cherché des mécaniques qui essayaient de faire en sorte que les deux soient actifs en même temps. Une des mécaniques centrales du jeu ici, c'était ce qu'on appelait les God Rays pour l'émotion de l'émerveillement. Du côté de l'animateur, c'est juste un projo qui est déplacé le long d'un rail. Du point de vue du pantin, c'est une éclaircie et des rayons de soleil qui passent à travers les nuages. Et initialement, pour cette mécanique-là, on imaginait que le pantin, quand il sautait dans ce rayon-là, il était en lévitation et en émerveillement. Sauf que ça le rendait en fait un peu trop passif par rapport à l'action de l'animateur. Donc on a plus pensé plus tard à une mécanique plus comme l'eau dans les jeux Mario 2D par exemple, où le pantin coule lentement dans le rayon et il peut appuyer sur A pour sauter et se repropulser vers le haut. Comme ça, en fait, il y a un des joueurs qui a un contrôle vertical sur le déplacement et l'autre qui a un contrôle horizontal. Donc on peut faire des puzzles et du gameplay autour de ça en ayant les deux joueurs actifs. Alors le gameplay, il est non seulement asymétrique, mais il est aussi à deux échelles, ce qui le sépare par exemple de It Takes Two, Split Fiction sur certains points, parce qu'il y a un joueur qui est minuscule, un joueur qui est très grand. Ça rajoute des contraintes d'échelle. On voulait des échelles qui étaient relativement réalistes, donc pour que par exemple les deux joueurs, enfin que l'animateur puisse correctement voir le pantin par exemple. Mais on voulait aussi que, vu qu'ils interagissent avec les mêmes objets, que ces objets fassent sens en termes d'échelle. Si l'animateur, par exemple, tire sur un tiroir, il faut que la poignée soit suffisamment grande pour lui, mais il faut aussi que le pantin il puisse grimper sur ce tiroir de manière raisonnable. Donc on a eu plusieurs réflexions sur comment on allait créer ces maquettes dans le jeu, et finalement on s'est arrêté sur une version où on était dans un grand studio d'animation avec des maquettes en îlot au centre et des tables qui serpentent le contour de la pièce. Donc ce sera aussi un jeu pour l'animateur d'essayer de retrouver le pantin dans ce dédale. Alors une volonté qu'on a vite vue côté artiste, c'était une volonté de faire des belles compositions avec l'environnement 3D qu'ils allaient produire. Et donc pour ça, on avait besoin de plans très variés. On le voyait directement sur le concept art et les références des artistes. On voulait des plans top-down, des plans larges, des contre-plongées de profil. Et tout ça, ça devait se succéder sans interruption dans un niveau qui était relativement long. Donc pour ça, on avait besoin d'une caméra qui était très versatile et facile à régler côté design. Donc pour ça, on a travaillé avec les programmeurs sur plusieurs itérations. On avait des idées de caméras semi-libres qui pouvaient être de temps en temps contrôlées par le pantin, de temps en temps pas. Finalement, on s'est arrêté sur une caméra qui était sur un rail, donc une spline qui était enroulée autour des maquettes et dont on pouvait contrôler le zoom, le dézoom, la distance, les offsets, les angles. Mais par contre, on ne pouvait pas tout faire, parce qu'en fait, comme on a un contrôleur à la troisième personne, il y avait une contrainte de déplacement au niveau du 3C. Parce que bien sûr, si on avance tout droit en avançant le joystick vers le haut et que la caméra elle tourne dans tous les sens, et ben le pantin il se retrouve à aller de travers et il tombe dans le vide. Donc on a dû rajouter quelques contraintes en plus de notre côté et aussi quelques triches. Par exemple, ici vous venez de voir le pantin passer sur un pont et c'est à ce moment-là qu'on fait tourner la caméra. Et en fait, pendant cette phase-là sur le pont, en fait, le gameplay il est en 2D. Le pantin il peut pas tomber de la petite plateforme ici, enfin du petit pont escarpé. Et comme ça, là, on peut vite tourner la caméra et mettre et changer de vue. Maintenant, je vais passer la parole à Mathis, qui va vous parler un peu plus de la prod, enfin pré-prod côté programmation. Bonjour à tous, je suis Mathis Gibert et donc avec Arthur on a été les deux programmeurs sur ce projet. Alors déjà 2 programmeurs c'est pas tout à fait vrai étant donné qu'on était plutôt 1,5 programmeurs vu que j'ai dû partir à la moitié du projet laissant Arthur seul pour cause de trahison. Voilà. Sur le projet, du coup, on a eu plusieurs contraintes. La première contrainte, ça a été de faire un projet sur Unreal 5. Ça a été notre premier projet pour toute l'équipe sur Unreal 5. On a déjà fait durant nos études en 4e année des petits projets pour apprendre Unreal. Mais là, ça a été vraiment le grand bain, le gros projet, le premier gros projet pour Arthur et moi sur Unreal. Et donc, on a dû apprendre un petit peu sur le tas tout ce qui était Blueprint et C++, leurs différences et à quel endroit utiliser l'un, à quel endroit utiliser l'autre. C'est quelque chose qu'on a essayé d'apprendre un petit peu et à faire à peu près bien sur le projet, mais ça nous a posé quelques problèmes à certains moments dans la production, mais on y reviendra un peu plus tard. Le deuxième plus gros challenge au début de la production, ça a été le choix de logiciels à utiliser entre soit d'un côté GitHub et de l'autre côté Perforce. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que principalement dans l'industrie, Perforce est plus utilisé pour Unreal, étant donné qu'il a tout ce système
de checkout qui permet tout simplement de locker des fichiers pour éviter les conflits. Le problème d'Unreal, c'est qu'il faut avoir des serveurs, et on avait des serveurs à Rubica, mais ils étaient déjà utilisés pour les projets P5, donc on a plutôt décidé d'aller sur GitHub. GitHub qu'on a déjà utilisé durant toutes nos études, donc on connaissait déjà très bien l'interface et on n'avait pas besoin de temps d'adaptation. Autre chose qui a été assez pratique sur le projet, c'est que dans notre salle, on était juste à côté avec Arthur des GD. Et ça, pour la pré-prod, ça a été vraiment un point central pour itérer rapidement. Donc ça a été assez pratique pour tout simplement faire des features, pouvoir les montrer aux GD directement sur nos écrans, qu'ils puissent tester très rapidement. Et de l'autre côté, que eux puissent tout simplement nous faire des retours et comme ça assez rapidement avancer. Autre chose aussi qui est une particularité de Rubica, c'est que la salle dans laquelle on était juste à côté du studio des 5e années, du coup, qui travaillaient en parallèle sur leur projet de 5e année. Et en fait, ça a été très pratique durant la production parce qu'on a pu leur poser pas mal de questions directement en allant dans leur salle pour avoir des informations sur certains systèmes, sur certaines mécaniques qu'ils avaient déjà pu produire sur leur jeu. Et on remercie tout particulièrement Spellgazer qui nous ont bien aidés sur le système de caméra. La particularité du jeu, c'est que c'est un jeu en multijoueur avec 2 vues différentes. Donc pour ça, ce qu'on a fait en pré-production, c'est qu'on s'est réparti tout simplement ces 2 vues avec Arthur. Donc lui travaillait plutôt sur la vue animateur, moi sur la vue pantin, et on a pu mettre en place des scènes de test pour tout simplement avoir ces mécaniques dès le début du jeu, installer le multijoueur via Steam et pouvoir tester directement tous les gros points de friction qu'on aurait pu avoir durant le projet. Des points de friction, on en a eu d'autres, notamment durant l'itération, il a fallu qu'on itère sur des mécaniques que les GD avaient pensé. Une de ces grosses mécaniques, ça a été le replay system. Donc au début du jeu, on avait pour mécanique principale dans la boucle, enfin une des mécaniques principales de la boucle, ça a été de pouvoir voir à la fin d'une partie le replay des actions qui ont été jouées par l'autre joueur. Donc c'était un gros point et on a essayé de refaire ça avec le replay system de Unreal. On s'est heurté à un mur qui est celui de la documentation d'Unreal Engine. La documentation sur ce système-là était quasi inexistante en ligne pour ce qu'on essayait de faire et donc on s'est retrouvé avec Arthur pendant une demi-journée à traduire la seule source d'information, à savoir un blog en chinois par bout sur Google Traduction pour essayer de déchiffrer ce qu'il fallait faire. Aussi un autre point qu'on a mis en place directement dès la pré-production, ça a été toute notre pipeline pour le debug. En fait, ce qu'on voulait avec Arthur, c'était avoir quelque chose de très très fluide, donc pouvoir très facilement noter les bugs, noter sur quoi on travaillait, qu'est-ce qu'on était en train de résoudre, et aussi que les gens de l'équipe puissent nous donner les bugs qu'ils trouvaient. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on utilisait déjà tous Discord dans l'équipe, que tout le monde était dessus, et on s'est dit que le plus simple, ce serait tout simplement de faire un channel Discord dans lequel chaque membre de l'équipe pouvait rajouter des bugs. Et on remercie d'ailleurs tous les pôles GA et GD qui ont bien joué au jeu et qui ont remonté pas mal de bugs là-dessus. Et je donne la parole à Rémi. Alors du coup, là, on a réussi à passer cette étape un peu ardue de pré-production. Si on regarde un peu dans le rétroviseur, on voit qu'on a validé les tâches un peu critiques sans lesquelles le projet aurait pas pu avoir lieu. On a réussi à mettre d'accord tous les artistes, ce qui paraissait être un challenge. On a réussi à avoir un début de mécanique, un début de LD. Et là, on essaye de regarder un peu en avant et de voir qu'est-ce qui allait nous poser problème. On a pris un peu de recul. Et la première chose qu'on voit, c'est la charge de travail qu'il va y avoir pour les environnements. Parce qu'on a à la fois beaucoup d'environnements, vu que c'est un jeu basé sur le platforming, et on a aussi la petite particularité d'avoir 2 types d'environnements, un pour le pantin, un pour l'animateur. Du coup, on décide de se focus en majorité sur cette partie du travail. La technique qu'on a utilisée, c'est de mettre des deadlines courtes, qui marchent très bien. Du coup, on a demandé au game designer de faire du blockout le plus rough possible, pour nous envoyer des versions le plus rapidement possible. Et tout ce que les game designers pourraient pas faire, vu qu'ils sont une équipe réduite, on allait le compenser en art. Et là, on a l'exemple, par exemple, de la navette, sur laquelle on nous envoie un blockout très simple. On commence à l'habiller pour que toute l'équipe soit au courant de vers où on part. Et à partir de ça, on a une phase de level art qui va aussi permettre de détecter tous les meshs qui nous manquaient, et de faire une liste d'assets qu'on enverrait directement aux artistes.
La manière dont on a travaillé, c'était assez intéressant, c'est qu'on a travaillé un petit peu en imprimante. Ça veut dire qu'on faisait 2 teams. Il y avait moi et Noé, et une autre team qui était composée de Théo et Zachary. On se plaçait à des endroits différents de la map, et la manière dont on faisait, c'était qu'on laissait un peu d'avance au level designer. Ils faisaient des blockouts. Nous, en level art, on prenait la suite, on commençait à habiller, et petit à petit, eux avançaient et on les suivait à la trace. Ça nous a permis d'économiser pas mal de temps et d'avoir une version presque entièrement habillée très rapidement. Là, on a d'autres petits exemples, par exemple avec le phare, qui était assez marrant parce qu'on avait un premier blockout proposé par les game designers qui s'est vu un peu retouché, surtout au niveau de l'angle de caméra, parce qu'on aurait trouvé ça un peu plus impactant d'avoir une caméra de 3K. Et là, il y a une autre particularité qui est qu'on a essayé de donner de la cohérence aussi sur les différentes maquettes. Là, vous voyez que par exemple, les blocs jaunes, c'est les zones que le pantin ne voit pas sur sa caméra. Et ces zones-là, on va les justifier dans la vue animateur en mettant l'envers du décor, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y aura des zones beaucoup plus libres où on représente moins le décor sur la vue animateur et on va pouvoir poser des éléments un peu plus qui sortent de l'ordinaire et qui donnent vraiment l'aspect brut à cette vision animateur. Alors, comme l'a dit Rémi, en design, on devait faire les niveaux super rapidement. Donc, la chose qu'on commence à organiser avec Noé en design sur ce point-là, c'est que on faisait nos puzzles sur Miro en première version et on l'envoyait à l'autre pour qu'il le teste et pour qu'il voit s'il arrive à le résoudre. Et on faisait ça inversement pour avoir déjà une première idée de si c'était réalisable, si c'était concevable. Et ensuite, on passait directement au Blockout 3D. Avec cette version très rough du Blockout 3D. Un des challenges principaux, c'était de faire en sorte que toutes les maquettes s'enchaînent, parce qu'on a un très grand niveau qui se fait sans transition, et il fallait imaginer un espace relativement raisonnable pour un studio d'animation, donc avec des maquettes qui s'enroulent correctement et de tout coordonner ensemble. Donc il fallait avoir beaucoup de vision à l'avance de à quoi allait ressembler le jeu. Au final, ça s'est assez bien passé sur ce point-là. On avait eu 2-3 galères pour tout coordonner. On s'est aussi occupé durant la prod de l'onboarding. En fait, comme on n'a pas pu faire les 2 niveaux que voulaient les artistes, on s'est dit qu'on allait faire un gros niveau avec l'environnement principal et un niveau de substitution qui est le tutoriel au début du jeu. Et pour ça, en fait, les artistes avaient une vision assez claire dès le départ d'avoir cette vue sur le petit atelier devant la fenêtre de l'animateur et d'enchaîner sans transition entre la première cinématique et le début du niveau 1, enfin du niveau tutoriel. Et donc pour ça, on a dû s'organiser aussi beaucoup à l'avance pour le blockout et pour l'onboarding des différentes mécaniques pour que en animation aussi, au niveau de la cinématique, tout se coordonne au bon moment. Le challenge principal ici, c'était notamment d'onboarder les mécaniques des 2 joueurs, mais aussi surtout on voulait que l'animateur voit le pantin apprendre ses mécaniques et le pantin voit l'animateur apprendre ses mécaniques, et comme ça, quand ils vont devoir coordonner leurs actions ensemble, ils savent ce qu'est en train de faire l'autre pendant qu'ils font leur action. Bonsoir, je m'appelle Samuel, j'étais animateur 3D sur Myrmidon. Je vais vous parler brièvement de la pipeline pour les personnages. Donc quand le projet commence, on récupère une partie des concepts que Quentin avait réalisés pendant la phase de conception de Myrmidon. Donc il nous a laissé des intentions assez précises au niveau du concept du personnage, mais aussi de concepts de props qui étaient propres à ce qu'était le jeu à cette époque. Ces concepts, par la suite, ils ont été repris par Ornella, qui a su raffiner, reprendre, remanier le design du personnage pour l'adapter à la direction artistique qui était un consensus dans l'équipe art. Donc il y a eu un gros travail sur les turns pour faciliter le travail des caractères artistes, et il y a aussi eu un gros travail sur les textures, car si le style stop motion nous permettait une certaine liberté au niveau du langage de forme de ces personnages, le texturing devait rester assez réaliste. Suite à ça, c'est un travail en tandem qui s'effectue entre Ornella et Pauline. Pauline qui, à chaque étape de son process, va revenir régulièrement voir Ornella pour qu'elle puisse peindre par-dessus les renders 3D du personnage pour avoir un rendu le plus fidèle possible au concept d'origine. Pauline va pouvoir sculpter en grand détail le personnage, car même s'il apparaît assez loin en jeu, ce personnage, on a l'intention de faire des cinématiques et on doit pouvoir être capable d'observer le pantin de proche et que ça soit joli. Suite à ça, ça se répète sur les autres personnages du projet.
comme le pêcheur, qui a comme particularité cette fois-ci qu'il sert à habiller une bonne partie du niveau. Et donc on doit pouvoir avoir des variations. Et cette fois-ci, il est sculpté avec plusieurs sets de chapeaux différents, masques, vêtements différents. Et ensuite, c'est un outil développé par Théo qui permet de les randomiser pour habiller les niveaux. Au final, on se retrouve avec 5 personnages différents. Donc le pantin, le pêcheur, l'animateur, l'oiseau et la vendeuse de poissons, en croisant les travaux de Ornella, Pauline, Célène et Alice. Ces 5 personnages qui m'amènent à la problématique suivante, étant l'animation. Donc beaucoup de problématiques, notamment pour commencer, je viens de vous dire qu'il y avait 5 personnages différents. Nous avons 3 mois et ces personnages ont des carrures différentes, des attitudes différentes, donc aucune anime n'est réutilisable. On a 3 cinématiques de prévues, une pour l'intro, une pour le début du premier niveau et une pour la récupération du masque. Et je me dis que je vais apprendre Blender sur le tas et Unreal sur le tas. Donc, heureusement pour moi, quand le projet commence, il y a l'outil Autorig Pro qui devient gratuit, qui me permet de gagner énormément de temps sur le rig des personnages, mais je fais face à un mur au niveau de l'export des personnages et de l'import dans Unreal. Donc, en effet, Autorig Pro avait un système de fonctionner assez particulier et je m'en rends pas compte tout de suite. Et je m'arrache les cheveux pendant plusieurs semaines avant de réussir à faire fonctionner tout ça. Et donc, on fait face à un joli pantin tout fondu et un animateur concassé. Mais suite à cela, j'arrive à m'en sortir et on arrive même à pouvoir animer les personnages pendant qu'ils sont en production. C'est-à-dire que je récupère les sculpts qui sont en très haute résolution niveau polygone de Pauline et comme la silhouette est verrouillée, je peux poser le squelette, commencer à animer et une fois que le modèle est terminé, je peux juste reskiner par-dessus et le personnage a son kit d'animation complet. J'ai pas besoin d'attendre que les character artists finissent leur travail. Au final, on a le kit d'animation des 5 personnages avec pour chacun des petites difficultés particulières à leur comportement. Par exemple, le pêcheur qu'on voit avec sa canne à pêche qui est un personnage rigué à elle-même et réussir à faire cohabiter 2 personnages et synchroniser leurs animations. Ça semble pas si compliqué, mais quand on apprend Unreal sur le tas, c'est un vrai calvaire. Et on arrive à la deuxième partie, la plus compliquée de Myrmidon, qui sont les cinématiques. Donc, on l'a vu plus tôt, mais on avait des storyboards qui étaient réalisés par nos étudiants en animation 3D. Avec ça, je peux récupérer le matériel qui a été fait et je peux commencer à me débrouiller avec les assets qui sont en cours de production par nos artistes en environnement et je réalise des playblasts. Donc je pose des caméras dans Blender et je mets des grosses key poses sur mes animations pour vérifier avec le reste de l'équipe que le rythme va bien et que la mise en scène plaît à tout le monde. Suite à ça, je m'arme de Ornella comme caméraman et Rémi qui me lance partout dans l'école et je prends un maximum de références pour gagner du temps sur l'animation. Je ne passe pas des heures à chercher des mouvements différents dans Blender. Je mime directement les cinématiques grâce à mes 2 compagnons. Et on arrive au final à 3 cinématiques complètes qui auraient pu avoir comme dernier challenge de tourner en temps réel, mais malheureusement c'était un peu trop pour moi. Donc au final ils sont pré-rendus en MP4 et puis montés dans Premiere Pro, qui m'a donné une certaine flexibilité parce que c'était plus facile pour le montage et ça me donne accès aussi à de l'étalonnage et à pouvoir rajouter des petits effets sur After Effects. Donc c'est pas idéal niveau optimisation, mais au final le résultat nous plaît bien. Du coup, on a commencé à produire depuis 2 mois, les choses avancent bien et on arrive à une première difficulté qui va être que l'école ferme, du coup on n'a plus accès au matériel, on doit tous rentrer chez nous et il y a certains problèmes qui émergent qui est notamment dû au matériel qu'on a chez nous et qui ne fait pas tourner au maximum de la puissance notre projet Unreal. Du coup on se retrouve à faire du level art avec des qualités minimales, on ne peut pas faire de test de lighting et on décide quand même d'utiliser ce temps en distanciel pour faire des tâches qui sont moins demandantes en termes de performance. On commence du coup à développer petit à petit tous les assets qui vont être nécessaires pour la publication sur Steam et on prépare aussi tous les comptes officiels pour proposer du nouveau contenu Studio Popote un peu pour faire un peu professionnel. Et à côté de ça,
vu que c'est beaucoup plus dur de communiquer, étant donné qu'on n'est plus dans la même salle, on met en place des documents un peu plus sérieux, d'asset list par exemple, qui va nous faciliter pour la communication, notamment entre game artistes. Donc bonjour, je m'appelle Arthur Schraz, j'ai été programmeur durant l'intégralité de ce projet et je vais revenir sur notre partie post-distanciel, donc on est revenu en présentiel. Donc, lors de notre retour en présentiel, on a eu quelques difficultés qui se sont présentées à nous, notamment malgré le fait que Rubica a eu la gentillesse de nous prêter des machines. C'est tombé pile à un moment où certains processeurs avaient un défaut de conception qui fait qu'ils s'utilisaient beaucoup plus vite lorsqu'ils s'utilisent dans certains logiciels, comme Unreal par exemple, donc dommage. Du coup, on a perdu un peu de temps à devoir changer pas mal de PC, refaire les setups, etc. Mais heureusement, le présentiel, ça nous a aussi fait pas mal d'avantages. Déjà, avec le fait qu'on soit plus proche, littéralement géographiquement parlant, et que le projet soit quand même pas mal avancé, ça nous a permis de faire pas mal de playtests en interne, qui étaient sur la base du volontariat, où chacun se jouait au jeu, faisait des retours souvent à chaud sur des petits post-it. Et après, comme ça, on pouvait les évaluer, voir ce qu'on faisait, etc. Mais c'était pas les seuls playtests qu'on a pu faire, puisqu'on a eu la chance aussi avec Rubica de... En fait, nous, on rentrait en 5e année, donc on rentrait plus tard. Mais il y avait des premières années qui rentraient un mois avant, donc qu'on a pu faire playtester. Sauf que nos playtests avec les premières années étaient un peu particuliers, puisque là où en général une build de playtest c'est prêt quelques jours à quelques semaines à l'avance, nous on a fait tout l'inverse. On faisait des builds juste avant la session de playtest. On faisait les sessions de playtest, les groupes testaient, on récupérait les retours, on se dépêchait de faire les changements avant la prochaine session. On rebuildait 5 minutes avant la session. On faisait la session et ensuite on bouclait comme ça. Et ça nous a permis de faire pas mal d'itérations, mais c'était des journées un peu sportives, parce que je crois qu'il y a des jours où on a fait 5 à 6 sessions comme ça de playtest et donc de build d'affilée. Mais au moins on a pu itérer et avancer relativement vite. Durant la production, on a réussi à ne pas avoir de retard durant notre pré-production, mais étant donné qu'on était passé de 2 programmeurs à 1, on ne pouvait pas se permettre d'en prendre. C'est pourquoi on a commencé par faire notamment pas mal de tools afin d'aider nos game artistes et nos game designers à avancer. Donc pas mal pour cette histoire de ce que disait Rémi précédemment, du travail en imprimante, où en fait nos game artistes avaient besoin d'habiller du coup à la fois la vision en animateur et en pantin, qui sont sur notre map sont superposés. Donc c'est pour ça qu'on a fait quelques tools qui permettent de switcher facilement de l'un à l'autre. Pareil, des tools qui nous permettent de tester et de débugger plus rapidement en commençant un peu où on veut sur le niveau ou en commençant avec le personnage qu'on souhaite. Durant la production, on a aussi donc on a pas mal avancé sur nos tests de features, nos améliorations, et aussi sur des bugs qu'on a eus qui étaient des fois un peu particuliers, notamment des problèmes de collision. Chez l'animateur, il n'y a rien, du coup, mais il est quand même bloqué parce que techniquement, chez le pontin, là où il est, c'est en fait une grotte et donc il y a un mur. C'était pas mal de petits trucs comme ça. On a eu aussi des soucis, notamment initialement, on avait un local fog au sol, mais qu'on a dû supprimer parce qu'il nous faisait crash en build et qu'on n'avait pas le temps d'investiguer plus que cela de quelle était la raison de ces crashs. Mais tout cela, donc on a un peu avancé et on est arrivé à la phase de polish qui, elle a été un peu particulière en programmation, puisqu'il fallait faire beaucoup de choses en même temps, tout en étant toujours tout seul en programmation. Il fallait finir donc déjà les features, il fallait faire de la résolution de bugs, améliorer le feeding de certains éléments, mais aussi, avec le temps limité qu'on a eu, l'ensemble de notre équipe n'a pas eu le temps d'apprendre à implémenter l'ensemble de production. Donc il fallait aussi implémenter les sons, les cinématiques, les VFX, les animations. Et tout cela, couplé au manque de temps et d'expérience sur Unreal Engine, nous a mené à un petit souci, qui est qu'on n'a pas eu le temps de pousser autant qu'on aurait aimé les performances, aussi bien réseau et physique, et qu'on n'a du coup pas pu utiliser les outils que Unreal met à notre disposition. Du coup, on s'est basé beaucoup sur notre environnement de test, qui étaient des machines quand même relativement puissantes et un réseau en local, ce qui fait que forcément, quand on amène de la latence et des machines un peu moins performantes, le jeu va avoir plus de mal. À la fin de la production,
on a discuté entre nous dans l'équipe, puisque initialement on avait prévu de sortir le jeu d'un coup sur Steam, mais on s'est dit que finalement ça pourrait valoir le coup de le sortir en 2 fois. Donc une première fois qui serait une démo à l'occasion d'un événement, et ensuite une vraie version finale qui sortirait un peu plus tard et qu'on aura le temps du coup de plus polish et d'améliorer. Malheureusement, on a fait quelques petites erreurs parce qu'on ne connaissait pas tant que ça Steamworks, etc. Et du coup, quelques petites bêtises, notamment notre date de sortie du jeu final a failli sortir une semaine avant la démo et avait été verrouillée par Steam, donc on avait dû les contacter pour décaler ce genre de petites bêtises. Maintenant, je vais laisser la parole à Zachary qui va vous parler de la fin du projet. Alors oui, parlons un peu, maintenant que le jeu est sur le point de sortir, et qu'on aura peut-être une bonne surprise au Pégase de cette fin de production. Au final, le jeu ressemble à ça. Il dure un peu moins d'1 heure. On l'a fait tester à certains professionnels de l'industrie. Les retours étaient globalement très positifs, mais ils étaient rendus quand même dans le cadre de notre parcours scolaire, donc il y avait certaines tolérances. Et dans le groupe, on est globalement très satisfait. On a appris ce qu'on voulait apprendre. Ça a été la guerre, mais on a maîtrisé Steam, Unreal, le travail collaboratif aussi beaucoup. Et surtout, on a un super joli projet sur nos portfolios. On est à la cérémonie Pégase, sans aucune attente. Et on a gagné un Pégase. C'était une super expérience. On ne s'y attendait pas du tout en venant là-bas. Notre école nous a suggéré de présenter le projet au Pégase. Et après ça, tout s'est juste bien passé. On a eu de la chance. Et puis la nourriture là-bas est super bonne. Et aussi, si vous avez vu le stream, Samuel Etienne a cru que j'étais Grim Cujo, et ça je lui en veux toujours. Bref, avant notre victoire, le jeu il avait une assez bonne visibilité, et c'était même au-dessus de nos attentes. On avait, je pense, 20 000 wishlists. Et donc ce qui était déjà dingue. Et la victoire au Pégase a vraiment fait exploser les chiffres. En fait, tous les jeux nominés au Pégase, ils ont un temps de visibilité lors d'un événement sur Steam. Donc on a monté très vite vous pouvez voir le pic sur la courbe. Là, on est monté à 50 000 wishlists, c'est monté jusqu'à 70 000 à la fin. À terme, le jeu il a eu 200 000 joueurs. On a toujours encore des joueurs actifs tous les jours. Mais à ce moment-là, on a beaucoup d'appréhension parce que le jeu, comme Arthur l'a présenté, il a été publié alors qu'il avait encore des bugs et certaines features qui étaient manquantes pour respecter la deadline du concours. Et avec cet énorme public qui vient, on sait qu'il n'y a pas tout le public qui vient des Pégases et c'est pas nécessairement le cadre de projet étudiant qui vient avec. Et donc à la sortie du jeu, on s'est pris beaucoup de commentaires négatifs. On s'est vraiment fait assez exploser sur certains niveaux à ce point-là. Je crois qu'à ce jour, on a 41% d'avis positifs sur le jeu. Alors il y a eu beaucoup de retours qu'on attendait. Côté art par exemple, c'était assez unanime. Le jeu était magnifique mais il n'était pas optimisé. Donc il fallait vraiment une machine de guerre pour le faire fonctionner. Beaucoup de personnes avec qui on l'avait fait tester, c'était sur nos postes où ça fonctionnait très bien, mais c'est sûr que c'était pas le cas pour tout le monde. Côté dev, beaucoup de bugs de réplication et surtout en fait coupler ça au fait qu'on était encore dans cette pseudo démo, donc il n'y avait pas des points de sauvegarde. Donc de temps en temps, on avait un bug severity A et il fallait recommencer le jeu. Donc je pense énormément de frustration de ce côté-là. Et du coup, à cause de beaucoup de ces aspects, on avait peu de retour design, parce que beaucoup de joueurs ne pouvaient même pas avancer super loin dans le jeu pour pouvoir vraiment faire des retours. Les retours essentiellement qu'on a eu, c'était un manque d'onboarding sur certains points, des puzzles assez obscurs à certains autres endroits. Et ça, je pense que c'est aussi dû au fait qu'on a playtesté dans une version très bloquée du jeu. Et ensuite, lorsqu'il y avait tout l'habillage, on aurait dû refaire un test parce que les choses qui sont très claires quand il y a un gros cube rouge, c'est différent quand il y a tout le décor autour. On a quand même eu des retours très positifs, surtout quand les joueurs sont conscients que c'est un jeu étudiant. Mais on a beau se dire ça, recevoir tous ces commentaires négatifs a été très dur sur l'équipe. On a eu vraiment beaucoup de retours agressifs, voire même insultants. Un exemple classique, c'est même pas un des pires qu'on a eu. Dans celui-là, l'idée du jeu est bien, mais codé avec le FIAC, les putains de bâtons de merde, impossible de mettre sur le phare le jeu absolument pas fluide, même en low. Elle est plutôt jouée à Split Fiction ou It Takes Two, au moins c'est fluide et pas codé comme de la merde. Et même c'est quoi ce nom, ça me fait penser à Marmiton, quoi, je veux pas apprendre à faire un gâteau à la merde. Bref, de la merde. On a eu beaucoup de ça. Ouais.
Donc on avait des plans de faire des patchs et des ajouts dans le jeu, dont on va parler Sam juste après. Mais entre autres, ces retours ont beaucoup ralenti cette initiative. Donc, Myrmidon étant un projet d'été, à la fin de ce projet, on retourne tous à notre 5e année et à notre projet de fin d'études. Et malheureusement, en fait, Myrmidon n'est pas terminé. On avait une dernière cinématique en tête pour pouvoir conclure l'histoire. Une cinématique où le pantin était censé monter en haut du phare pour y découvrir une baleine géante qui vole au-dessus des nuages. Donc le souci, c'est que la fatigue et le manque de motivation se fait ressentir dû au fait qu'on a tous de nouvelles responsabilités. Mais je vous propose quand même de découvrir ce qui avait déjà été produit pour cette cinématique et qui a été malheureusement abandonné. Donc on a un super concept art qui avait été réalisé par Ornella, mais aussi un sculpte de la baleine est texturé par Pauline, rigué par ma part, des storyboards que j'avais réalisés en discutant aussi avec Rémi. Tu peux passer ? Des storyboards, des discussions avec Rémi et au final même un début d'animation de Playblast et d'intégration dans une reel que je vous laisse découvrir, musique non contractuelle. Donc en conclusion, Myrmidon et la production de Myrmidon, c'était de véritables montagnes russes. Le souci qu'on a eu, c'est qu'on a voulu se prendre un peu au sérieux, établir les mêmes caractéristiques qu'un studio pro, se mettre des contraintes, et on s'est vu que c'était beaucoup plus dur à faire qu'à dire. Petit twist. Et le souci, c'est qu'on avait trop d'ambition au début du projet, et on voyait pas le projet sans qu'il y ait un double contrôleur, sans qu'il y ait des environnements réalistes, deux modes de vue, et petit à petit, on s'est un peu fait broyer là-dessus. Et ça s'est surtout vu lors de la publication sur Steam. Et le vrai souci, c'est qu'on avait mis une image de studio un petit peu professionnelle pour se rassurer dans l'idée, et on ne pouvait pas, à la sortir, se cacher derrière l'excuse de « c'est un jeu étudiant ». Du coup, on a juste décidé d'assumer et on a tanké les retours comme il se fallait. Le vrai souci, mais c'est pas vraiment un vrai souci, c'est qu'on a eu beaucoup de retours négatifs, mais on préfère, entre guillemets, avoir autant de retours négatifs parce que ça montre un peu une frustration et que les joueurs se disent que c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à faire le jeu parce que ça aurait pu leur plaire. Et on préfère ça plutôt que les nombreux jeux étudiants qu'on a fait qui finissent souvent dans les mains d'un jury mais qu'après finissent à la poubelle. Du coup, on essaie quand même de relativiser. On sait qu'on a eu une très bonne période de production, que c'était très fluide dans l'équipe et qu'on a réussi un peu à compenser les points faibles de chacun. On avait une très bonne communication et globalement, tout s'est très bien passé. Il ne faut pas oublier qu'initialement, Myrmidon, c'était un projet qui était refusé devant un jury de 30 personnes. Et le vrai miracle de Myrmidon, entre guillemets, ça a été de faire un peu preuve de résilience, d'accepter les retours, mais quand même essayer de prouver aux gens, c'est un peu de l'ego, mais qu'on peut y arriver et que même si le concept n'est pas bien au début, si les personnes sont centrées sur la même vision et ont les mêmes ambitions, on peut arriver à faire un projet qui arrive à convaincre la scène des Pégases. On tient aussi à remercier le temps de présence qu'on a eu ici et qui nous a permis aussi de faire un petit bilan. On n'avait jamais eu l'occasion de regarder en arrière et de voir un peu ce qu'on avait accompli. Du coup, on vous remercie pour ça.
Merci infiniment de vous être prêté à l'exercice, parce que c'est vrai que finalement on vous a un peu contacté. Alors ça va, on vous a pris de loin, hein, on vous a pas contacté il y a 3 semaines pour vous dire ça vous dirait d'eux. Mais vraiment, je pense que c'est chouette. L'idée, c'était de vous apporter un sentiment justement aussi de closure, quoi. Vraiment, de se dire, ok, on referme une page, mais avec le sourire. Et puis, comme tu l'as dit, le jeu existe toujours. Et pour de très bonnes raisons. Moi, je repartage juste simplement une des raisons aussi pour lesquelles je trouvais que le jeu avait ce supplément d'âme qui était vraiment très précieux, c'est qu'on a eu l'occasion de le tester avec mon collègue et ami Valentin directement dans l'école. Je remercie Erwin d'ailleurs, direction pédagogique de Rubica, qui nous a chopé quand on était en notre passage. Il m'a dit non mais il faut que vous testiez le jeu, venez. Et alors, avec un PTSD de 10 ans, de tester des jeux tout cassés, je me suis dit oui, bon bah d'accord, on va te faire plaisir, on va tester le jeu, ça va être cool. Bonjour, moment gênant, salut, désolé, on va s'installer, vous ne connaissez pas. Voilà, super. Et puis très rapidement, on a oublié en fait qu'on était dans ce cadre-là. On a oublié le filtre de se dire oui, bon, c'est un jeu étudiant. Non, ça c'est sorti très vite et on s'est très rapidement amusé. Il y avait des effets waouh partout. Et si vous ne l'avez pas fait, faites-le, parce que quand celui qui joue l'animateur découvre ce que voit la marionnette, ça offre une possibilité de rejouabilité et une fantaisie qui est vraiment très très forte. Donc voilà, moi j'avais eu un gros coup de cœur pour ce jeu à titre personnel, donc cette remarque est complètement biaisée, hein, j'ai aucun filtre objectif là-dessus en tant que grand professionnel, mais voilà, j'avais eu un vrai moment de joie, ça nous avait fait tout le trajet du retour à nous dire à quel point on s'était amusé, ouais mais attends regarde ça on n'avait pas testé, etc. En plus il y a un phare dans le jeu, et moi j'adore les phares, donc j'étais très très content. Voilà, donc encore une fois, ouais, bravo pour ça, merci de vous être prêté à l'exercice aujourd'hui, et encore une fois, le chemin parcouru est assez fou. Je pense que c'est le reality check le plus bourrin qu'on pouvait faire, mais croyez-moi, des aventures qui se terminent mal, j'en ai vu des tas. Et je trouve que vous en êtes vraiment sortis par le haut pour plein de raisons, donc vraiment bravo. Et encore une fois, je dis bravo, mais à toute l'équipe, parce que il y en a 6 qui sont sur scène, mais l'équipe était un peu plus vaste. Redites-moi combien de personnes au total étaient sur la prod ? Entre 12 et 13, ça dépendait des périodes. Ça marche. Donc voilà, donc même ceux qui sont dans l'ombre aujourd'hui, bravo à vous, vraiment sincèrement. Et par rapport, je me faisais une remarque en regardant les reviews Steam, faudrait faire un truc genre un award ou un Pégase de la review Steam, même méchante mais la plus créative. Après, j'ai l'impression que les séparations catastrophiques, c'est une thématique récurrente. Je regardais des trucs sur les reviews de Mewgenix tout à l'heure. Il y avait un gars qui parlait de sa séparation et de sa femme qui s'était barrée avec les gosses aussi. Donc je sais pas si c'est une thématique récurrente ou s'il y a un club très fermé dans les reviews Steam qui justement essaye de surmonter, on parlait de résilience tout à l'heure, mais voilà. Bref, voilà. Essayons de ne pas juger trop durement les reviews Steam, il y a peut-être des gens très malheureux derrière à qui ça permet d'être un peu moins malheureux. Non, ça reste de la merde, mais c'est pas grave. Bon. À présent, ce que je peux vous proposer, c'est de prendre quelques questions s'il y en a, parce que je trouve que ça a été très exhaustif, mais je vais peut-être vous emprunter un deuxième micro. Ah bah attendez, non, je pas besoin, j'ai le mien, parce que du coup je vais me taire quand les personnes posent des questions, c'est mieux. Est-ce que j'ai des questions pour l'équipe Myrmidon qui est sur scène ? Ouais, j'arrive. Alors déjà bonjour et merci pour votre présentation. Ma question c'est pourquoi Myrmidon ? Pourquoi le nom Myrmidon ? Allez, c'est parti. C'est deep, hein. Du coup, Myrmidon, je regardais une pièce de théâtre qui s'appelle Cyrano de Bergerac, et à un moment ils en parlent dans une tirade, et je me dis c'est marrant comme mot, je sais pas ce que ça veut dire. Du coup, je regarde sur Google Traduction, et en fait, c'est à la fois l'équipage de Achille, ou je sais plus, mais c'est dans la mythologie qui remonte, qui explique que c'est un groupe de personnages qui deviennent des fourmis, ou c'est un peu brouillon dans ma tête. Et en gros, ça représente, je crois que la définition, c'est une petite personne ou une personne manipulable. Et je me suis dit que ça collait parfaitement au principe de la stop motion. Merci, d'ailleurs, j'ai un souvenir assez prenant là-dessus par rapport à ça, parce que moi je te regarde comme un champion, je te fais un Myrmidon, comme les troupes d'élite d'Achille, machin. Oui. Ah non, pas du tout. D'accord, donc j'ai eu un grand moment de solitude en mode genre ah ouais tiens, psst, et tu m'as dit non, petit personnage manipulable, etc. Je crois qu'à ce moment-là j'ai dû faire ah oui bah, cette définition-là effectivement je l'avais bien entendu, très clair, très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Mais bien sûr, avec plaisir. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Comment vous avez choisi Unreal contre Unreal Unity Godot, et est-ce que vous referiez ce même choix ? Merci. Oui, je peux en parler rapidement. C'était pour l'expérience, principalement. On veut sortir d'études en ayant en ayant touché au plus de logiciels possible. Pour quand on arrive dans l'industrie, on dise ouais, on a déjà fait ça.
pour compléter un peu Zachary, en fait, on a regardé l'équipe et on savait qu'il y avait des projets, on savait qui allait travailler sur quel projet en 5e année et on savait déjà les moteurs de jeu. Par exemple, Mathis, il savait qu'il allait bosser sur Unity en 5e année et il voulait quand même s'entraîner sur Unreal avant. C'était pareil un peu pour tout le monde et c'est aussi c'est l'une des plus grosses raisons parce qu'on trouve que Unreal c'est assez attrayant sur la manière dont il gère les lumières et surtout le côté artistique. Et vu qu'on avait une équipe qui était majoritairement artistique, ça a un peu pesé dans la balance, mais ça convenait aussi aux développeurs, aux prog. Merci. Ma question est un peu bizarre, enfin pas vraiment. Est-ce que ça vous a plu de faire ce projet? Est-ce que vous pensez que vous allez refaire des projets de ce type tous ensemble? Tous ensemble, je sais pas, parce qu'il y a tout le monde qui commence à s'éparpiller un peu avec les jobs, étant donné qu'on n'est plus en école tous ensemble. Et en fait, il y a besoin d'un peu de temps pour que ça redescende. C'était très intense, en fait, et surtout à la sortie, ça a un peu dégoûté. Moi, je l'ai pris personnellement, mais j'avais passé des semaines à regarder les reviews et ça m'avait un peu plombé le moral. Du coup, pas pour le moment. Et en fait, faut trouver une bonne idée et faut pas... moi, j'aime pas, par exemple, je parle uniquement en mon nom, mais essayer de tenter un autre projet comme ça, très intense, alors qu'on n'a pas l'idée qui est derrière et qui nous donne envie. Là, ce qui a vraiment fait que ça marchait bien, c'est que tout le monde avait un peu la vision de ce que ça pouvait être et ça a donné de la motivation. Et sans motivation, on n'est pas aussi rigoureux, etc. Il y a quand même un autre truc à ce sujet, c'est que au cours de la production, ça s'est assez bien passé et même on s'est quand même pas mal éclaté à faire ce projet. Vraiment, c'était très fun. On avait l'impression d'être juste, à un certain moment, juste un groupe de potes et on rigole à produire un truc. Je pense que c'était beaucoup lié au fait que on était à moitié dans le cadre scolaire. On n'était pas dans un cadre de on a des attentes précises qu'il faut répondre. On n'est pas dans le cadre professionnel où on a aussi des attentes précises qu'il faut répondre. On était un peu dans cet entre-deux où on était vraiment motivé par le projet. Donc on avait déjà le moteur dont on avait besoin. Mais sans ces contraintes en plus qui peuvent parfois rendre, même si sur une expérience longue, c'est très épanouissant, au jour le jour, de temps en temps, ça peut être assez laborieux. Ici, on avait bien moins ça. On venait au travail et comme on n'avait aucune attente d'au-dessus, on était juste poussé par notre motivation à voir ce projet voir le jour, quoi. Bonsoir, merci pour cette présentation. Moi, c'est simple, c'est par rapport à... Donc, vous disiez que vous aviez quand même une vision assez claire du projet tout au long. Quand vous regardez le projet maintenant, aujourd'hui, avec le recul, à quel point il est proche de la vision que vous aviez, en fait voilà. Le projet, il a beaucoup changé. À la base, c'était un jeu avec un seul joueur et c'est au fur et à mesure des discussions que ça a commencé à être split en 2 joueurs. Mais si je dois faire une idée rapide de ce que c'était, il y a une personne qui joue le pantin et des fois il met sur pause, il modifie les choses en tant qu'animateur, il reprend le film. Il y avait tout un aspect aussi de filmer et d'avoir un film récapitulatif à la fin, ce qui a été abandonné comme avait dit Mathis parce que c'était trop galère. Et ouais, il a beaucoup changé, mais visuellement, on avait à peu près cette image. C'est surtout au niveau gameplay, parce que au début, je m'occupais de la partie game design et j'avais pas forcément les codes pour trouver un truc amusant. Mais oui, il a beaucoup changé. Il faut accepter aussi que même si c'est un peu notre bébé, des fois ça marche pas. Il faut trouver d'autres meilleures idées et des fois wipe ce qu'il y a. Okay, merci beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait aussi quelque chose. Enfin, c'était l'impression que ça m'avait donné lorsque j'avais testé le projet, lorsque j'avais échangé avec vous la première fois. C'était que tout le monde, en fait, et c'est suffisamment rare pour le signaler, visait un peu dans la même direction. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que votre boussole, c'était le bien du projet. Faut qu'il arrive à bout. Faut qu'on arrive à délivrer quelque chose qui est cohérent. Et c'est quelque chose qui reste assez précieux et rare pour le préciser. Donc ça renvoyait quelque chose de très particulier. Je vais arrêter de parler. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? J'arrive. Merci pour la conférence. Moi, c'était plus une question par rapport en fait à l'effectif et la composition. En fait, vous étiez genre une armée de 3D pour 1,5 programmeurs. À quel point pour du coup le 1,5 programmeur ça a été éprouvant et à quel point du coup les 3D ont dû aussi mettre plus les mains dans le moteur, peut-être qu'ils ont l'habitude d'habitude.
Alors ça a été éprouvant, je pense que ça l'a été plus pour Arthur que pour moi durant pendant la production, parce que j'étais plus là. Donc il a dû gérer un peu tout seul. On a essayé durant la pré-production justement à deux de poser un maximum de bases, de faire le maximum de choses pour essayer de baliser un peu le terrain, mais c'est vrai que derrière il a dû prendre pas mal de trucs un peu seul. Je sais pas si tu veux en parler toi, Arthur. En fait, c'était pas si éprouvant que ça sur le moment. Ce qui était plus dur, c'était que vu qu'on avait encore jamais fait de projet Unreal, c'était de découvrir et d'être en mode ok, en étant actuellement le seul programmeur dessus, je peux pas me permettre de prendre trop de temps à apprendre tel ou tel truc. Et du coup, typiquement les performances où je les ai vues en haut, mais j'ai pas le temps d'apprendre entièrement comment fonctionne le profiler et les filtres. Donc on verra plus tard et on n'a pas eu le temps de full faire ça. Mais sinon, c'était pas si éprouvant que ça. Parce qu'on n'a jamais été réellement bloqué et les seuls moments où on se posait vraiment des questions, c'était je vous posais souvent avec Zachary et Noé, du coup, qui étaient de GD sur ok, comment est-ce qu'on peut faire ça je vois pas comment le faire, ok, on fait une alternative et ça marchait plutôt bien comme ça. Et sinon, d'un point de vue art, il y a pas mal de choses qu'on aurait dû faire pour un peu soulager la pression de travail sur Arthur. En fait, c'est des éléments qui sont entre les deux, entre art et GameProg. On pense notamment à l'intégration des sons. C'est un truc qu'un artiste peut faire s'il se plonge dedans. Pareil pour la gestion des colliders qui a causé beaucoup de bugs. Il y avait beaucoup de Arthur, mais aussi les game designers qui s'en occupaient. Et je pense que si on était les game artistes à avoir un peu plus mis la main là-dedans, ça aurait soulagé pas mal de pression. Pour remettre un peu à César ce qui appartient à César, Théo était du coup tech art. Il nous a fait aussi pas mal de scripts en tech art pour nous aider à intégrer pas mal de choses. Donc ça nous a aussi soulagé d'avoir un GA qui s'y connaissait déjà un peu plus, même parfois plus que nous dans Unreal là-dessus sur certains sujets. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci pour la conférence. J'avais également une question par rapport à l'équipe. Il me semble que vous avez dit que vous avez également des sound designers avec vous. Comment ils étaient un peu intégrés à la pipeline dans tout ça? Surtout que vous êtes une grande équipe. Comment le son a également joué dans le projet Myrmidon? Du coup, on a été aidé notamment de Pierre qui nous a aidé à faire le son. La manière dont on a fonctionné, c'est Samuel avait déjà une idée des animations. Mais c'était un peu divisé. Mais Samuel avait une idée des animations, il avait fait une animatique avec tous les bons timings. Et ensuite, on a fait un document de mood pour le son. Nous, on était beaucoup basé sur du handpan, sur des choses un peu brumeuses. Et on lui a envoyé tout ce document-là avec les bons timecodes. Mais c'était assez chacun de son côté. Il venait un peu voir ce qu'on faisait. Il voyait comment le son rendait. Mais c'était quelqu'un qui avait aussi des cours à côté, qui n'avait pas forcément le temps de passer trop de temps sur ce projet-là. De base, c'était un designer et il trouvait ça intéressant aussi de faire du son parce que c'était sa passion et de mettre ça dans son portfolio, de dire qu'il a participé à un projet de jeu et fait une bande son dessus. Je sais pas si je réponds bien. C'est suffisant. Merci beaucoup. Bonsoir. Déjà, félicitations pour votre prix. Moi, j'ai une question, c'est surtout la suite de la question qui a été tout à l'heure. C'est du coup, est-ce que, avec l'expérience que vous avez eue sur ce projet, où est-ce que vous vous voyez plus tard? Est-ce que vous vous voyez dans un gros studio, surtout avec l'état de l'industrie actuelle? Est-ce que vous vous voyez dans un studio indépendant? Est-ce que vous avez une idée d'ici 5 ans, à l'horizon 5 ans? Tu veux répondre? Moi, je veux être heureux, c'est ça. Rémi a dit qu'il voulait être heureux. On peut que répondre indépendamment, personnellement, à cette question. Par exemple, après, mon point de vue n'a pas changé entre avant et après le projet, mais je me voyais toujours dans un petit studio. En fait, moi, ce que j'aime le plus dans le travail collaboratif, c'est d'avoir ses collaborateurs à côté de soi et on peut leur parler rapidement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes à placer en documentation. Mais vu que c'est de l'expérimentation constante, ces métiers-là, pouvoir itérer rapidement, discuter, avoir une bonne communication en plus, surtout avec les gens avec qui on travaille, à côté de qui on travaille, c'est l'essentiel. Et puis on a bien plus d'impact sur son travail à cette échelle-là, parce qu'on a bien plus de responsabilités et de choses à faire, quoi. Ça va être la même réponse que Zachary. D'ailleurs, on est dans le même studio actuellement, donc je lui ai vraiment tout plagié.
Moi, je trouve qu'on est un peu des nouveau-nés. Du coup, je me ferai une vraie idée une fois que j'aurai testé les différents studios. Parce que, en fait, le AAA, ça dépend aussi en fonction de la OT. Il y a des moins bonnes ou des meilleures ambiances. Mais c'est vrai que quand on est dans du AA, on a peut-être moins de pression ou... Je sais pas, je l'ai pas vécu. Du coup, pour l'instant, je préfère pas 100% m'exprimer là-dessus. Honnêtement, moi j'ai adoré cette expérience, donc être aussi proche de la vision globale du projet et pouvoir avoir autant d'influence dessus. En fait, j'aimerais que ça se reproduise à l'infini. Il y a énormément de contraintes une fois qu'on sort de l'école, mais pouvoir apporter autant de soi et de sa vision dans ce genre de projet, j'aimerais que ça puisse se reproduire si on en a l'occasion. Moi, je n'aurais pas d'aussi jolis mots que mes camarades, ils parlent trop bien. Mais Myrmidon, perso, ça m'a un petit peu fait rêver. Voilà, moi, j'aimerais trop, plus tard, pouvoir porter des projets qui me tiennent à cœur, comme celui-là a été pour nous tous. Donc, si ça pouvait se reproduire, vraiment, je serais trop, trop, trop heureuse. Voilà, j'ai des idées en tête, j'y travaille. Mais j'aimerais trop que ça se reproduise parce que c'était juste fou. Voilà. Merci. Je vous le souhaite en tout cas. Merci. D'accord, j'ai entendu, on va boire un coup. Oui, écoutez, c'est le plan. Très bien. Moi, je vous remercie une nouvelle fois chaleureusement. Hop là, et le micro aussi. Vous êtes prêtés à l'exercice, d'avoir accepté d'accorder de votre temps et du temps de qualité pour préparer justement ce moment aujourd'hui. Donc ça, vraiment, merci pour ça. C'était pas du tout une contrainte en plus qu'on voulait vous fixer. On voulait que ce soit un moment chouette et c'était pour ça qu'on en avait discuté ensemble. Et puis, voilà, vous avez réussi à créer une fantaisie qui est vraiment chouette. Vous avez donné vie à des trucs vraiment cool. Il y a du positif et du négatif. Il y a eu des magnifiques reviews Steam. Mais alors ça, en termes de reality check, c'est aussi très très bien. Vous avez pris une douille tout de suite. Donc ça, c'est bien. Ça apprend plein de choses sur l'optimisation du jeu et aussi le fait que vous ayez des machines de guerre lorsque vous êtes en études et que le monde entier n'est pas équipé de machines de guerre. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est une constante. Voilà. Donc, merci infiniment à vous toutes et tous. Vraiment. On peut les applaudir.